Bonjour, bonjour. On est très heureux d'être ici. C'est un plaisir de rencontrer la communauté. C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité d'échanger, de partager. Comme l'a dit Madame Vanessa, on est là pour partager. Nous, on apporte quelque chose de notre expérience. Vous apportez aussi quelque chose. Et chacun va sortir d'ici, n'est-ce pas, nourri, enrichi et peut-être aussi rafraîchi. Alors, je dois ici peut-être commencer, je vais dire aussi un mot, remercier beaucoup l'organisation d'avoir pensé à nous. Ça fait seulement 3 ans qu'on s'est donné comme objectif de pouvoir contribuer, n'est-ce pas, au niveau de la communauté. C'est que chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent, chacun de nous a des ressources, et quand tu le mets à disposition des autres, nous nous enrichissons mutuellement. Donc nous, on a répondu à l'appel peut-être un peu tard, d'après moi, ça fait 3 ans. Mais chacun de vous, quand je vois des jeunes personnes aussi ici, je me dis que c'est le moment de pouvoir vraiment penser et d'accepter en fait la main tendue par rapport aux organisations comme The Bridge, qui vous permet d'avoir un cadre, non seulement d'épanouissement, mais aussi de partage. Donc c'est un peu ça le mot que je peux dire. Et je vous remercie beaucoup pour l'accueil. C'est la première fois qu'on participe à une activité à Ottawa, donc on est content. Bonjour tout le monde. Bonjour. L'équilibre émotionnel, c'est quelque chose que nous avons vécu dans notre couple, où on a justement vécu pas mal de choses, mais par la grâce de Dieu, on est maintenant des hommes et des femmes équilibrés qui peuvent se tenir devant vous pour apporter cette connaissance. Donc, on va commencer. Oui. Alors, on va parler sur justement l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel. Déjà, là, c'est 2 mots, équilibre et émotion. C'est quoi les émotions? C'est quoi l'équilibre? Les émotions, on le sait tous. Moi, j'ai appris ça un peu, si vous avez des enfants, là. Les enfants, on leur apprend ça. Travail d'équipe, hein? Les enfants, j'ai compris qu'ils apprennent ça très tôt ici. C'est des choses qu'on n'a pas appris au Burundi ou en Afrique. On leur apprend à gérer leurs émotions, n'est-ce pas? Très tôt, avec des émoticônes. C'est comme ça qu'on a maintenant aujourd'hui des émoticônes au niveau de notre langage numérique. C'est un apprentissage. Ce fut un apprentissage personnel pour moi. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme définition scientifique qu'on vous a donné ici sur le PowerPoint, c'est déjà de savoir qu'il y a 5 émotions principales et dans lesquelles on doit naviguer. Les émotions en soi ne sont pas mauvaises. C'est pas du tout mauvais. Moi, je sais, je commence par un exemple. Je suis arrivé au Burundi en 92, 93. J'ai perdu ma tante, la sœur de ma mère, en 93 ou 94. Et je me rappelle que son fils, qui était plus jeune que moi, est arrivé à la maison, là où on était, chez les oncles. La tante était malade depuis très longtemps. Et on s'attendait à peut-être des jours meilleurs ou pas. Et son fils, qui avait 13-14 ans, arrive. Nous, on était en train de manger. Et on lui pose la question. On lui dit, écoute, viens écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les nouvelles d'aujourd'hui? Mon cousin, qui se retient à pleurer et qui dit, il y a fou, oui. Et elle est morte. On est resté quelques secondes, on s'est regardé, on a continué de manger. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'ai appris cette expérience? J'ai appris qu'au Burundi, dans la culture, les émotions, on doit les garder, on doit les contenir, on doit les refouler. Voilà. C'est ça que j'ai appris. C'était un choc pour moi. Les émotions, dans ce cas-là, c'était normal que tu perds ta mère, que tu pleures. C'est tout à fait normal. Là où on va parler maintenant d'équilibre, juste pour vous introduire, c'est de trouver entre ce qui est normal, ce qui est acceptable et ce qui devient peut-être maladif ou qui devient comme un déséquilibre. Tu ne peux pas passer 2 mois en train de pleurer, par exemple, parce que le deuil, ça peut aussi finir.
C'est juste pour dire que l'équilibre au niveau de l'émotion, c'est quelque chose qui doit être recherché à tous les jours. Parce qu'à chaque jour, nous traversons plusieurs formes d'émotions. Donc, nous naviguons, nous oscillons entre les émotions. Seulement, notre tâche aujourd'hui avec Joël et vous tous ici, c'est de voir comment rendre ça un peu plus équilibré. Ouais. Juste pour dire que donc, les émotions sont... Il y a 5 émotions qu'on va parler aujourd'hui. Ça fait partie de notre âme. On est âme, on est esprit, âme et corps. Et les émotions font partie de l'âme. Donc, c'est déjà créé par Dieu qu'on ait toutes ces 5 émotions. Voilà. Donc, tu es atteint dans ton âme, tu es blessé. Maintenant, tes émotions ne sont plus, par exemple, une personne qui est dépressive va être en train de pleurer tout le temps. Donc, tu es atteint dans l'âme, dans tes émotions. Il faut qu'il y ait une restauration pour que tu deviennes avoir des émotions équilibrées et que tu sois une personne qui peut faire des choses, continuer la vie et produire ce que Dieu t'a appelé à produire. Alors, si on voit la définition, l'équilibre émotionnel est un état fragile qui oscille sans cesse sur le fil des émotions. Donc, on va voir tantôt c'est lesquels. L'équilibre émotionnel ou santé émotionnelle résulte d'un état de bien-être mental, spirituel et physique, autrement dit le bien-être général, comme vous le voyez. Donc, il peut être renforcé par l'amour. Donc, comment on nourrit nos émotions? Comment tu peux être équilibré? C'est les 5, l'amour, l'amitié, le soutien social, parce que Dieu nous a créés à être des êtres relationnels, et des sentiments d'appartenance à une communauté d'intérêt. Le fait de nous retrouver ici, ça aide dans nos émotions aussi. Tu n'es pas resté dans ta maison tout seul, isolé. Tu es venu être dans des relations avec des personnes, et dans nos échanges, lorsqu'on se rencontre dans des lieux pareils, il y a un enrichissement dans ton émotion. Tu pars peut-être heureux, tu pars peut-être encouragé, tu pars peut-être avec quelque chose qui va t'aider à continuer dans ce que tu entreprends. Wow. J'aime beaucoup ce qu'elle apporte, Jo, parce que un des défis majeurs aujourd'hui dans notre société, surtout post-moderne, c'est la solitude. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, parce que nous, en tant qu'Afro, on a ce côté-là, relationnel, réseautage entre communautés, qui marche, et surtout à Ottawa, à Gatineau. On est très jaloux de vous, hein, nous qui venons de Montréal. On est très jaloux de vous parce que vous êtes toujours ensemble, on voit des activités, ça bouge. On dit waouh, comment faire ça à Montréal, comment faire ça à Laval, on vient apprendre en fait. Alors, l'enjeu aujourd'hui, moi je travaille dans un domaine social où on prend en soin des personnes âgées. La problématique numéro 1 des personnes âgées, c'est pas l'argent, c'est pas la nourriture, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Et plus les années vont passer, plus ce sera ça notre défi. Et vous l'avez vu pendant la Covid aussi, quand on était, n'est-ce pas, enfermés. Moi, personnellement, l'épicerie Maxi, c'était rendu mon meilleur endroit à visiter. Chaque jour, je cherchais, je disais, ah, Joe, qu'est-ce qu'il manque? Il manque du lait, il manque de l'eau, il manque du pain. Chaque jour, au lieu d'acheter en stock, moi j'achetais jour après jour. Jour après jour. Je sortais même pour avoir le lait de 2 litres, je sortais. 1 litre, je sortais. Oh, Kenny, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux des biscuits? Ok, je sortais. Peut-être qu'il voulait souffler un peu de nous. Donc, c'est important. On ne peut pas rester coincé dans son coin. Et deuxième chose que je trouve intéressante dans ce que tu apportes, ce que tu partages, c'est que quand notre équilibre émotionnel est entamé, quand on est dans les déséquilibres, ça nous cause d'autres problèmes. On souffre des problèmes de maladie mentale, mais même physiques. Et c'est même documenté non seulement par les scientifiques, même dans la Bible.
quand tu souffres dans ton âme, tu as des problèmes physiques. La plupart des maladies, il y a des maladies, c'est prouvé. La maladie d'hypertension, il y a des problèmes aussi émotionnels. Les cancers, ça se développe avec des problèmes émotionnels. Donc, c'est pour vous dire que même physiquement, on a intérêt à avoir un équilibre émotionnel. Et ça passe, comme tu l'as si bien dit, ça s'est renforcé par l'amour, par l'amitié, par le don de soi. On ne peut pas être selfish. Quand tu es selfish, tu vas être malheureux, tu vas commencer à penser à des choses noires, tu vas commencer à être dans la compétition, dans la jalousie. Si tu ne donnes rien, tu ne reçois rien en retour. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir du succès, mais tu n'auras pas l'estime de soi, tu n'auras pas cette reconnaissance qu'on reçoit de manière intrinsèque. N'est-ce pas? Quand on fait du bénévolat, ce n'est pas que tu donnes, tu reçois aussi. C'est des choses que les gens qui font du bénévolat savent. Quand tu fais ça pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en donnant, tu reçois. Parce qu'on a été créé dans un monde de relations. Voilà. Exact. Donc, c'est ça. Donc, les 5 émotions qu'on est né avec, qu'on peut voir ici, c'est la peur. La peur, elle devient nocive lorsque il y a... En fait, la peur, c'est pour te dire qu'il y a un danger. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est lorsque tu vis avec un esprit de peur. Mais la peur, ça peut te mettre en garde de ce qui s'en vient, pour te préparer. Donc, lorsque tu vois ton enfant, par exemple, qui va tomber quelque part, tu as peur. C'est automatique. Donc, tu vas être en train d'être là pour le protéger. Donc, la peur, c'est une émotion normale. Elle devient nocive lorsque c'est une peur qui est, je dirais, spirituelle, qui est maladive, où tu as l'anxiété, qui développe l'anxiété, où tu as même la peur d'être avec les gens. Tu as peur de pouvoir peut-être être dans un endroit. Ça devient maladive. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que ton émotion de peur peut-être a été atteinte. Tu peux avoir vécu peut-être un traumatisme dans la vie. Et tu développes cette peur qui est au-delà d'une peur normale. Par exemple, pour nous qui venons de nos pays, on a vécu dans des guerres civiles. Et tu peux avoir développé une peur lorsque tu entends même les... Oui, moi je vis ça. Ça lui est arrivé. Lorsque tu entends un feu d'artifice, ça crée quelque chose en toi où tu deviens mal à l'aise. Tu es vraiment comme si les bombes ou les feux que tu entendais dans notre pays sont arrivés ici. Là, c'est vraiment que ton émotion a été atteinte. Et dans ce cas-là, ça prend aussi comme une restauration de cette partie dans tes émotions. Et ça peut prendre que tu puisses le verbaliser, juste le dire, leur en parler. Ça te permet de pouvoir dire ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu ressentais dans ces moments. Souvent, lorsqu'on va voir des psychologues, qu'est-ce qu'il fait? Il te pose des questions pour que tu puisses parler. Et lorsque tu commences à parler, il y a une guérison qui est en train de se faire. Il t'écoute, juste à pouvoir dire et revivre cette sensation, lorsque tu as vécu ça, cet esprit qui est venu en toi, et le sortir, le verbaliser, c'est déjà un processus de guérison. Il y a aussi la colère, la tristesse, la honte et la joie. C'est les 5 de base, mais selon les spécialistes, il y en a qui disent qu'il y en a 6, il y en a qui disent qu'il y en a 7, mais qui regroupent, et puis ça se développe avec d'autres. Il y a aussi le dégoût et tout ça. Il y a beaucoup d'émotions, mais dans les bases, qui sont les plus répandues, c'est les 5. On ne peut pas entrer en profondeur de chaque, mais avec les exemples qu'on a donnés, vous comprenez un peu que les émotions, c'est normal, c'est naturel. C'est quand ça devient exagéré, que ça devient maladif, qu'il faut maintenant traiter. Alors, tout ça, ça vous amène à mieux se connaître. Quand tu te connais mieux, c'est-à-dire que tu sais que tu as vécu un traumatisme, tu sais que tu as vécu des histoires dans ton passé récent ou dans ton enfance, tu dois le savoir. Et souvent, nous, dans notre ministère de Family First, on parle souvent de quand on vient au mariage, on vient avec nos bagages. C'est ça, les bagages. Alors, quand tu viens avec des bagages, il faut savoir les déballer
Et il faut savoir les traiter. Donc, il faut mieux se connaître pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a en toi, pour savoir mieux traiter. La première des choses, pour traiter quelque chose, il faut connaître, mais aussi reconnaître. Connaître ne suffit pas. Reconnaître aussi. Souvent, les gens disent, ah, on va suivre ça sur YouTube, on va suivre ça sur Zoom. Ça ne suffit pas d'avoir l'information, parce que l'information est disponible pour tout le monde. Mais qu'est-ce que cette information fait en toi? C'est ça. Quel est le pas que tu fais? J'ai beaucoup aimé quand Mme Vanessa a dit agir. Non seulement après avoir reçu, il faut être en action. Qu'est-ce que tu fais comme action après avoir reçu cela? C'est reconnaître la première chose. Quand tu reconnais ton mal, tu reconnais que tu as des façons d'agir ou d'interagir qui ne sont pas normales. On parle souvent sur les bagages avec lesquels on vient. C'est très, très important parce que nous, de notre expérience, on est venu dans un mariage, lui, il avait ses bagages, moi, j'avais les miens, mais on ne s'est jamais assis pour dire qu'est-ce qui s'était passé avant notre mariage. Et souvent, très souvent, si même pas pour tous les couples, on va voir qu'on réagit dans le couple selon ce qui s'est passé dans le passé. Donc, tu viens avec peut-être des blessures que tu as essayé de vivre avec, ou tu as refoulé quelque part dans ton cerveau. Mais dans tes émotions, dans ton âme, cette blessure est encore là. Et vous allez réagir d'une façon en face de l'autre. Et des fois, souvent, tu vas voir que dans les couples même qu'on peut avoir lorsqu'on commence à creuser, tu prends l'autre, peut-être quelque chose qui t'est arrivé, tu prends l'autre et tu mets la projection de ce qui t'est arrivé, tu le mets sur l'autre, alors qu'il n'a rien à voir dedans. Mais ça a pris que moi, je puisse accepter ce qui m'est arrivé, que je puisse verbaliser ce qui t'est arrivé et pouvoir guérir de ça. Et souvent, c'est vraiment des choses, ce n'est pas le diable, ce n'est pas des combats spirituels, c'est avoir la réalisation que j'ai été brisée dans mon enfance peut-être. Il faut que je guérisse de ça pour que je ne prenne pas tout ce que je suis en train de lui projeter. C'est pas lui la faute. Et donc guérir dans tes émotions, guérir dans notre âme pour que le couple aille bien, pour que justement vous puissiez avoir un mariage harmonieux. Ok, au niveau des facteurs, en fait, il y a 4 choses en équilibre, pour trouver l'équilibre, pas d'équilibre émotionnel, n'est-ce pas? Il y a 4 choses qu'on peut surveiller. C'est l'optimisme, c'est la capacité à prendre les choses de manière positive. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes arrivé ici et quels sont les partages que vous avez reçus de votre communauté, de vos bien-aimés ou des gens qui sont autour de vous. Quand on parle du Canada, quand on parle d'intégration, est-ce que c'est en positif qu'on vous l'a présenté? Ça compte. Est-ce que le fait que vous cherchez du travail, que l'intégration n'a pas été facile? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez été optimiste dans cela? La sérénité. Quand quelque chose se passe, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui perd souvent la paix par rapport à une situation? Moi, j'ai des collègues, des fois, qui me regardent, qui me disent, comment tu fais? Nous sommes en train de paniquer, mais tu es calme, tu es zen. Mais je leur dis, écoute, si tu veux savoir, on va en parler en privé. Il y a quelque chose en moi qui fait que je sois serein par rapport à une situation. Parce que j'ai compris que je peux prendre le contrôle de toute chose. On va le voir par rapport au stress. La concentration et l'énergie. La concentration, c'est parce que quand tu commences quelque chose, tu es focus. Les gens qui ont un déséquilibre souvent émotionnel, ils ont de la misère à garder leur concentration sur un objectif précis. Ils font une chose, ils font dans autre chose parce que leurs émotions les amènent. Les amènent à gauche, à droite. Ça monte, ça descend. On n'est pas concentré. Selon qu'on est content, on fait des choses. Selon qu'on n'est pas content, on fait autre chose. Selon qu'on, je laisse tomber. Pourquoi est-ce que la première chose qu'on fait quand on n'est pas content, on fait quoi? On laisse tomber. C'est parce qu'on n'est pas content de quelque chose, on laisse tomber. Et d'ailleurs, tu laisses tomber. Le mariage, tu laisses tomber. Les enfants, tu laisses tomber. Parce qu'on n'est pas content. Il y a des émotions qui ont pris, n'est-ce pas, le contrôle de cela. L'énergie. Le matin, quand on se réveille pour aller au travail, on rigolait tantôt, on disait, on ne peut pas aller au travail sans prendre du café.
Mais au-delà du café, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Quelles sont tes émotions par rapport au travail? Quelles sont tes émotions? Quelle est votre atmosphère dans la maison? Que faire pour que la maison soit un lieu de paix, un lieu d'harmonie, un lieu qui se sent bien, et quand tu quittes, tu arrives au travail, tu es bien. Qu'est-ce que tu fais pour que le lieu de travail soit un lieu accueillant? Tu attends que les autres puissent faire du bien autour de toi, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta sémence? Quel est ton grain de sel pour que ça puisse être aussi un bon lieu? Des fois, ça ne demande pas beaucoup. Moi, je me rappelle, une fois, j'allais dans un centre communautaire, je travaillais là-bas. C'est parmi les débuts du travail que je faisais. Chaque vendredi, qu'est-ce que je faisais? J'arrivais, on était une petite équipe de 5 personnes. J'arrivais toujours avec 5 cafés Tim Hortons, chaque vendredi. Mais tu ne peux pas imaginer, une fois, les gens disaient merci, il y en a qui disaient je vais te rembourser, bref. Mais une fois, il y a quelqu'un dans une rencontre d'équipe qui a dit tu ne peux pas imaginer, si je suis resté ici, c'est grâce à toi. Je dis comment ça? Elle dit oui, chaque vendredi, tu amènes du café. Ça a créé une atmosphère où on se sent bien. Donc, juste le geste que j'avais du café de $1, $1,05 de Tim, ça créait une atmosphère. Et ça projetait quelque chose d'accueil de ma part. Donc, moi, je ne calculais pas. Moi, je disais, écoute, j'aime bien venir avec un café. Pourquoi est-ce que je dois amener un café tous les jours, tout seul? Mais moi, vendredi, c'était la fin de la semaine, je voulais relaxer, je voulais rendre ça cool. Donc, j'amenais mes cafés. Donc, je vais faire la même chose. Mais choisissez quelque chose, un sourire. Il y en a qui te disaient, j'étais une fois à Kinshasa, j'ai quitté Kinshasa pour aller à Goma. Je prenais toujours le même avion des Nations Unies. Et j'entrais, une fois l'hôtesse me regarde, elle me dit, c'est incroyable. Je dis quoi? C'est pas la première fois que je te vois dans cet avion. Chaque fois que tu rentres, tu es parmi les rares qui sourient. Je dis, waouh, je ne la connaissais pas cette hôtesse-là. C'est une hôtesse des Nations Unies, c'est pas une hôtesse, c'est pas son travail, c'est son travail. Elle me dit, mais waouh, comment tu fais pour sourire tout le temps que tu prends l'avion? Les gens sont stressés, les gens sont en train de travailler, les gens entendent leurs trucs, sont en retard, mais toi tu souris. C'est ça. J'ai cherché un équilibre. Je n'ai pas toujours eu ça tout le temps. C'est un exercice, c'est un travail. Même aujourd'hui, là, c'est un travail. Même aujourd'hui, là, c'est un travail. Donc, pour dire que tu ne peux pas faire ça si dans tes émotions, tu n'es pas déjà équilibré, restauré. Donc, c'est pour démontrer que lorsqu'on est bien, cet bien-être interne va toucher les autres. Donc, c'est important que nous soyons bien à l'intérieur pour donner tout ce que le Seigneur nous a mis en nous auprès de ta communauté, que ce soit ton travail, dans ta famille. Donc, lorsque, justement, c'est ça la différence. Quand on voit quelqu'un qui est dans la dépression, il n'y a plus de sourire, ce n'est que des pleurs. Donc, ses émotions sont atteintes, son âme est brisée. Donc, c'est pour cela que c'est important d'avoir un équilibre. Donc, on va voir maintenant, après cette projection, les causes du déséquilibre. Les causes du déséquilibre, Joël a déjà commencé à en parler. C'est en trois, on a mis ça à 3 niveaux. C'est l'héritage, c'est là où elle parlait plus des blessures. C'est la pression sociale, c'est là où on parle de stress. Et troisième chose, c'est la carence émotionnelle, ou la carence d'amour, ou la carence de trucs. Donc, quand on parle d'héritage, on parlait de bagages, c'est la même chose. Selon ce que tu as vécu, selon ce que tu as subi, selon ce que tu as expérimenté dans ta vie, récente ou lointaine, ça détermine tes humeurs, ça détermine ta façon d'agir. Je vous ai donné l'exemple de mon cousin, n'est-ce pas, au Burundi, qui, selon son bagage à lui, je ne dois pas pleurer devant les gens, n'est-ce pas? Ses émotions ont été refoulées. Alors imagine-toi quelqu'un qui n'a pas pu faire le deuil de sa mère à 13 ans, 14 ans, imagine-toi qu'est-ce qu'il devient comme homme plus tard. Comment est-ce qu'il va traiter son enfant quand il pleure? Imaginez-vous comment ça doit se passer. Pour lui, qu'est-ce que ça veut dire un enfant? Son enfant, lui, à 13 ans, qui va pleurer, comment est-ce qu'il va réagir? Lui-même, ses propres pleurs ont été primés. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si tu as reçu cela dans ta culture, tu vas donner la même chose. Donc, l'héritage émotionnel, l'héritage spirituel, l'héritage même physique, si tu as été battu, n'est-ce pas, en tant qu'enfant, pour pouvoir faire quelque chose, ça développe quelque chose en toi aussi. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose si ce n'est pas par contrainte.
il y a des pratiques dans certaines cultures. Je ne peux pas vous donner des exemples de manière très détaillée, mais c'est carrément de l'abus sexuel auprès des enfants de 15 ans, 14 ans, pour leur découvrir la vie, avant pour leur préparer au mariage. On paye quelqu'un pour avoir une relation avec la fille. La famille, ça existe dans l'Afrique, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça dans le documentaire, ça existe. On paye quelqu'un, on l'appelle Yen, pour avoir des relations avec une jeune fille de 15 ans, pour le préparer au mariage. Alors, quelqu'un qui a vécu ça, comment voulez-vous qu'elle soit cette personne-là bien dans sa peau par rapport à la vie de mariage? Elle a subi un abus. Mais pour elle, c'était culturellement accepté. Alors, quand c'est accepté, pour elle, elle se bat. Mais comment est-ce que les propres parents payaient ça pour l'avoir? Pour moi, c'est une façon pour moi d'accéder à la communauté. Mais d'autre part, je sens que mes émotions me disent que ce n'est pas de la bonne chose. Je ne devais pas subir cela. Donc, on combat en nous-mêmes, en fait, certaines émotions. Bref, au niveau de l'héritage, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose, et puis on va passer à la pression. Oui, donc, comme on voit, les émotions sont atteintes depuis notre jeune âge, depuis que tu grandis. C'est là où, comme on pourrait dire dans le monde chrétien, l'ennemi, lui, c'est là où il vise d'abord, pour complètement changer la personne que Dieu t'avait créée à être. Donc, quand on parle de nos bagages, et c'est tout cela. Et nous sommes ici au Canada, il y a aussi le fait de changer de culture, de changer de pays. Ça aussi, ça peut amener des émotions déséquilibrées au début. Lorsque nous immigrons ici, on vient avec une vision, une meilleure futur pour les enfants, mais cette phase où on doit se chercher à commencer tout à zéro, on voit beaucoup de couples qui sont vraiment dans des difficultés à pouvoir balancer et changer comment les choses fonctionnent ici. Que ce soit entre hommes et une femme, même ça peut amener des disputes, du stress, le stress qu'on vit dans les premières années lorsqu'on immigre. En tant que couple et aussi de famille, le fait de chercher du travail et peut-être tu n'es pas en train de faire le travail dans ce que tu faisais dans ton pays, peut-être tu avais un niveau très élevé et tu arrives ici, tu dois recommencer à zéro. Et ça peut être une blessure aussi d'intégration qui vient s'ajouter en plus des choses que... Donc, lorsqu'on voit les familles immigrantes, il y a beaucoup de stress dans les premières années. Et il faut dealer avec. Il faut d'abord accepter, oui, j'ai immigré, maintenant je ne suis plus dans la culture du Burundi. Dans les couples, dans les conseils que nous faisons, il y a aussi des tâches qui doivent changer dans la famille. On va parler de ça plus tard, ça va venir. Ça aussi, c'est un autre stress émotionnel qui s'ajoute. Et tout cela, avec en train de construire une famille, tu vois qu'on est dans un pays qui, quand même, ce qu'on pourrait dire, le miel, mais il y a quand même de l'effort, il y a quand même des choses que tu dois faire. Et lorsque tu commences à voir que ça n'est pas en train de se passer comme on souhaite, là, maintenant, on commence à tomber dans les dépressions. Mais c'est là, maintenant, qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'être entouré, être dans une communauté, être dans une église, être avec des frères et sœurs, justement, pour entendre qu'eux aussi sont passés à travers et que vous êtes capable aussi de le faire et de pouvoir s'enrichir mutuellement. C'est là où on parle d'amitié, d'amour, d'encouragement. Tout cela fait que nous puissions continuer de nous tenir les mains dans la main pour pouvoir sortir de ces déséquilibres ou de ces émotions négatives que nous pouvons traverser. Un indice pour les personnes qui ont vécu des traumatismes ou des blessures dans leur passé, on parle souvent de l'addiction, de la dépendance. Regardez bien autour de vous, en vous-même, une des choses qui peut vous indiquer cela si vous posez la question, l'addiction à l'alcool, la dépendance à l'alcool, la dépendance ou l'addiction à la pornographie, ou à la masturbation, ou à d'autres choses, à la cigarette, à d'autres formes de drogue. Ça dénote de quelque chose. Souvent, dans nos communautés, on a tendance à rejeter une personne comme ça, ou à juger une personne. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est de l'aider, c'est de l'accompagner.
parce qu'il y a quelque chose qui démontre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Tu ne peux pas être addict à une substance de manière naturelle, normale. C'est impossible. Il y a quelque chose qui a été conditionné dans ta tête, dans ta façon d'être pour réagir. C'est une façon pour toi de cacher quelque chose, de couvrir quelque chose. Parce que dans cette chose-là, tu te retrouves dans une autre dimension qui te permet de ne pas faire face à la réalité. Donc, c'est très important au niveau de l'héritage de traiter cela à ce niveau-là. Un des points clairs, c'est vraiment ça. Quand on est addict, quand on est dépendant. Aujourd'hui, la dépendance, il faut en parler, c'est la dépendance à nos réseaux sociaux, c'est la dépendance à nos smartphones. C'est une dépendance, je ne sais pas, ça a été créé de manière artificielle, mais il faut faire attention à ça parce que ça crée aussi, on le sait aujourd'hui au niveau des jeunes, des enfants, on est content d'être là aujourd'hui, d'en parler parce que vous avez 2 projets. Ça crée un problème d'estime de soi. Il y a de plus en plus aux États-Unis des enfants qui demandent des chirurgies esthétiques pour qu'ils ressemblent à leurs photos d'Instagram. C'est une réalité, c'est documenté. Si les enfants de nos communautés n'ont pas encore fait cela, et sachez que si les enfants aujourd'hui, des jeunes, arrivent à avoir la dépression, à avoir de l'anxiété, à ne pas aimer aller à l'école, à ne pas à pouvoir se suicider même, c'est à cause de ça. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer les émotions de vos enfants, à découvrir qu'est-ce qui se passe, on passe beaucoup de temps sur le smartphone en train d'avoir des nouvelles de Burundi, du Rwanda, du Congo et d'ailleurs, au lieu de poser la question à vos enfants quand ils viennent de l'école, comment ça s'est passé la journée aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez un peu comment est-ce que des choses peuvent nous échapper en très peu de temps? En très peu de temps. Paroles qui blessent. Parce que la blessure, elle n'est pas seulement physique. Vous avez suivi la plupart d'entre vous des témoignages. Il y a une dame qui a témoigné, qui a dit que dans sa vie de couple, une des choses qui a le plus blessé, au-delà des coups physiques, c'était les paroles. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau de l'héritage, c'est ça. Et on passe maintenant à la pression. La pression, ça se montre souvent au niveau de tout ce qui est stress. Tout le monde parle du stress. Tout le monde parle du stress. Et on aboutit soit à l'anxiété, soit à la dépression. Comme vous le savez, les statistiques le démontrent, les médicaments qui sont le plus vendus aujourd'hui, c'est soit des médicaments contre la dépression ou contre l'anxiété. C'est pour avoir une sorte de... On veut réguler ça de manière hormonale. Ici au Canada, c'est ça qui marche le plus. OK? Et de manière journalière, comment ça s'exprime? Chez les femmes en général, on parle de charge mentale. Tout le monde le sait, ça a été documenté, charge mentale. La maman passe tout son temps en train de réfléchir. On pense à tout. Ouais. On pense à quand est-ce que telle chose va se passer, telle chose va se passer. Et au niveau de l'autre, jusqu'à dormir, on pense encore à ça. Le rendez-vous médical. Des fois, on arrive, je suis là. Calme-toi, tu penses à ça. On doit y penser, on n'a pas de choix, on est fait comme ça. Mais pour l'homme, par contre, c'est la performance. Oh, oui. L'anxiété de performance, que ce soit au niveau de travail, que ce soit au niveau de votre vie intime, c'est toujours par rapport à la performance. Ça, on va en parler avec Béni, la performance. Ouais, et lui, il va nous en parler plus. Il faut que tu le soignes avec la performance à ce niveau-là. Donc, souvent, les femmes, on a tellement de choses qu'on a en train de planifier. Tu penses à tel enfant, il y a ça qui vient, il y a l'autre enfant. Mais Dieu nous fait grâce, il nous a donné, je pense, la capacité de le faire. Mais à un moment, ça peut être trop si tu ne t'organises pas bien pour pouvoir justement gérer chaque chose, parce que on vieillit, on ne peut pas tout le temps se rappeler. Moi, j'étais du genre, je me rappelle, j'ai ça en tête, je vais le faire, même pas écrire. Mais on se complémente, lui, il est bien celui qui écrit, donc maintenant j'apprends. Il ne faut pas tout prendre dans ton cerveau pour dire, OK, il y a ça à faire, parce que quand même, il faut prendre soin de relâcher, de mettre les choses sur papier pour que ça ne soit pas tout accumulé à l'intérieur. Et par rapport à la carence émotionnelle ou l'absence de stimuli positifs, les encouragements,
Donc, on est des personnes relationnelles. C'est très important. Donc, on va voir la façon, on va parler des 5 façons de montrer l'amour, l'encouragement, parce que justement, ces émotions sont nourries par rapport à comment tu reçois l'amour, comment tu reçois, tu démontres ton amour envers ton conjoint, envers tes enfants, envers tes amis, parce que nous sommes des êtres relationnels, nos émotions sont nourries par rapport à comment tu le démontres, et chaque personne est différente. Donc, il faut connaître comment toi tu reçois cet amour, comment ton réservoir d'amour est rempli. Tu peux être, on va parler, je pense que c'est la prochaine, comprendre. Oui. Au niveau de la carence émotionnelle, c'est que je peux ajouter quelque chose, mais je n'ai pas fini de lire l'étude. Il y a une étude qui a été faite pour les enfants, où les enfants sont venus au monde et on les a laissés, on les a juste nourris. On ne leur a pas donné le câlin, rien du tout. C'est des enfants qui sont devenus vraiment de n'importe quoi dans la société. Ouais. C'est pour vous démontrer qu'un enfant, manger, dormir ne suffit pas. Donc quand on vient au Canada là, en disant c'est tout est bon, c'est matériel, il faut confier vos enfants à l'école, ils reviennent, ils ont bien mangé, et puis il va dormir, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a l'amour. Il y a l'affection, les encouragements, accompagner prendre son bain, l'accompagner dans son lit. Des fois, tu es fatigué à 20h30, 21h, mais l'enfant veut que tu l'accompagnes sur son lit. Comment? Va au lit, tu dors. Mais c'est ce temps, justement. Mais c'est ce temps-là qu'il a besoin. Il a besoin pour parler, pour voir que tu t'occupes de lui, que tu n'es pas sur ton téléphone. Son temps à lui, c'est ce moment-là pour qu'il sente que papa et maman ont pris du temps avec moi. C'est très important et je pense que on parlait avec notre frère tantôt, comment il a vu justement que quand nous qui venons de nos pays là d'Afrique, lorsque tu viens ici, tu commences à t'occuper de ton enfant. Tu vois comment on a été délaissé carrément. On n'a pas reçu ça. Hein? On n'a pas reçu. Oui, on était avec nos parents dans les restaurants ou peut-être regarder la télé, mais c'est un moment où tu t'occupes de ton enfant, même le toucher, c'est l'amour, l'affection que tu lui démontres, prendre le temps ensemble avec eux. Ça, c'est pas qu'on est en train d'accuser nos parents, c'est comme ça qu'on a grandi. Et ce qui fait que tu viens dans le mariage, tu ne sais pas comment aimer ton époux ou ton épouse, parce que tu n'as pas reçu cela, tu n'as pas appris cela. Ce n'est pas l'amour qu'on regarde à la télé, mais parce que c'est tout un apprentissage à faire lorsque tu viens dans le couple. Tu dois en fait, nous, on dirait, comme on dit là, refouler les émotions. Tu as grandi, quand tu veux pleurer, on te dit, Yamile. Tu ne pleures pas, tu ne montres pas tes émotions. Donc, lorsque tu grandis comme ça peut avoir complètement déséquilibré comment tu es. Donc, tu te redécouvres. Par la grâce de Dieu, le Seigneur, quand il te restaure, maintenant tu apprends à pouvoir l'exprimer. Super. Donc, c'est important d'avoir cet aspect-là, de regarder la carence émotionnelle dans chaque sphère de notre vie, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le conjoint, que ce soit avec nous-mêmes. Est-ce qu'on s'aime assez? Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer. Quel regard nous avons envers nous-mêmes? C'est important aussi, à ce niveau-là. Alors, on donne comment comprendre et équilibrer ces émotions. On va finir avec ça, on va aller vers la fin. Dans un cadre familial. On est ici dans un cadre familial pour les couples, pour les enfants et tout ça. On donne 3 clés. On ne peut pas aller dans des choses, sortir des encyclopédies là. Au moins qu'on prenne 3 choses qu'on peut retenir, n'est-ce pas? On ne va pas aller chercher à vous sortir un dictionnaire psychologique. La première des choses, c'est pour répondre à la question face à la pression sociale, face au stress. Déjà, il faut comprendre que le stress, il y a 4 facteurs stresseurs dans la vie. Il y a la nouveauté, je l'ai quelque part ici, il y a la nouveauté, il y a le fait qu'on soit aux prises avec notre ego. Et il y a aussi
l'imprévisibilité. Alors, quand on est face à tout ce qui est imprévu, tout ce qui est nouveau, tout ce qui touche à notre écho, c'est-à-dire qui remet en cause notre compétence, un bon papa burundais qui arrive ici, qui parle un bon français, qui a eu un bon poste au pays, et qui arrive ici, on lui dit que tu dois commencer à zéro, on met en doute ses compétences, on met en doute ses capacités. C'est le stress. C'est le stress. Et c'est tout à fait correct que ça puisse te stresser. Mais comment tu vas faire face à ce stress-là? C'est ça la bonne question. Tu es face à une autre culture, tu es face à un nouvel environnement que tu dois dominer. Dans la Bible, on le dit, quand on vous donne un espace, un jardin, il faut le dominer. Mais pour le dominer, tu dois d'abord le comprendre, comment ça fonctionne, avant de le dominer. Et trouver un chemin pour pouvoir le dominer, prendre possession de ce qui t'a été donné. Mais c'est tout à fait normal qu'on soit stressé. Ça, je ne veux pas non plus vraiment jeter la balle à qui que ce soit, la pierre à qui que ce soit. C'est correct que les premiers moments, ça puisse être difficile. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici, les premiers instants qu'on a passés avec Joël dans notre appartement, j'allais nettoyer les assiettes et je pleurais. C'est vraiment, je vous le dis en toute simplicité, je pleurais. Le brisement. Je pleurais. Donc je me retirais, je lavais mes assiettes tranquillement, je ne voulais pas qu'elle voie ça, je pleurais. Donc pour moi, tout ce que j'ai laissé comme opportunité au pays, tout ça là, ça a défilé dans ma tête, n'est-ce pas? Ouais, non? On se parle, on se connaît. Toute la reconnaissance que tu avais, tout l'impact que tu pouvais avoir, tout le cheminement, tout ça, tu te dis, waouh, tout ça pour ça. Mais c'est un début. C'est un début. Il faut l'accepter, il faut le reconnaître, il faut mettre le premier pas. Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer que le stress, ça fait partie du parcours. Il ne faut pas le refouler non plus. Ça fait partie du parcours, ça fait partie des nouveautés, ça fait partie des choses qui n'étaient pas prévues, ça fait partie des choses qui étaient inattendues, n'est-ce pas? Mais avec le temps, avec le soutien de la famille, avec le soutien de la communauté, comme tu dis, on va en parler, comment est-ce qu'on peut aider dans tout ça, ça te permet de faire un autre pas. Donc ça, c'est au niveau du premier truc, c'était par rapport au stress. Faire appel aux ressources disponibles, donc demander de l'aide, s'impliquer dans la communauté, donc faire le bénévolat, ça aide à t'ouvrir même plus de portes que tu ne saurais. Parce que justement, en t'impliquant, au lieu de rester dans ta maison, c'est là que les portes vont s'ouvrir. Parce qu'en t'impliquant, tes talents sont mis en valeur et quelqu'un va te remarquer. Et là, tu es en train de produire, même si tu fais du bénévolat, tôt ou tard, tu vas avoir des portes ouvertes. Travailler son estime de soi. Donc, c'est ça, d'abord, être guéri, être restauré. Parce qu'il y a tellement d'opportunités dans ce pays. Et tellement de choses, des talents et des dons que le Seigneur a mis en nous. Il faut être équilibré émotionnellement pour pouvoir justement aller conquérir tout ce qu'il y a à conquérir. Parce que Dieu a tellement mis en nous que ça doit prendre vie. Qu'on soit faire partie de ceux qui développent ce pays dans lequel nous sommes. Alors, complémentarité dans la gestion des tâches, ça c'est quelque chose vraiment dans notre famille, là. Comme vous l'avez entendu, il pleurait. Mais je pense que c'est vraiment des choses qui doivent être parlées dans notre communauté. Parce que beaucoup, justement, juste ça crée beaucoup de problèmes. Parce qu'ici, c'est pas comme au Burundi, on n'a pas les domestiques. Donc, monsieur et madame, on travaille. Et puis, madame se retrouve à prendre la charge des enfants en plus, après avoir travaillé. Et puis après, c'est monsieur qui veut qu'on puisse le servir aussi. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les couples. Alors que s'il y a une complémentarité, une partage, communiquer, parce qu'on veut des familles qui sont épanouies. On veut des enfants qui sont épanouis. Et pour avoir cela, il faut que nous travaillions tous ensemble. En fait, c'est se comprendre. C'est pas comme si je suis en train
de demander quelque chose qui te diminue. L'homme reste le chef de la famille. Mais si monsieur veut que madame soit bien plus tard, il faut pouvoir l'aider. Être justement celui qui aide pour que nous deux, nous soyons bien émotionnellement pour faire les autres tâches aussi qui nous attendent. Le troisième point, c'est très très important, et des choses peut-être qu'on ne le regarde pas souvent, c'est vraiment développer le contentement. C'est-à-dire se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas se comparer. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là? Moi, on me dit, tu sais, arrêtez ça là. Pas besoin de regarder à côté. Regarde ton chemin, demande le soutien, qu'on te tienne la main et que tu avances. Sois humble pour poser la question, comment est-ce que je peux arriver à ça? C'est des choses, on est dans un pays vraiment qui offre des opportunités. Et les gens, quand tu leur poses la question, ils sont ouverts à te le dire. Et quand tu n'as pas d'estime de soi, c'est ce qui te bloque. C'est-à-dire demander de l'aide, demander le chemin, ça devient un problème. Des fois, là... c'est l'orgueil. Voilà. Demander même le métro, là, ça devient un problème. Non, je vais me débrouiller. Tu vas faire le tour de Montréal, là, 2 fois, 3 fois, parce que tu ne veux pas t'arrêter pour demander le chemin pour le métro. Demande l'aide. Il y a des ressources. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des ressources pour chaque chose. Pour le travail, il y a des ressources. Pour les enfants, il y a des ressources. Pour apprentissage au niveau universitaire, collégial, professionnel, il y a des ressources. Recherche d'emploi, il y a des ressources. Dans chaque domaine, il y a des ressources. S'il n'y a pas de ressources, crée-le. On te donne l'argent pour que tu le crées. N'est-ce pas? Donc, tout ça vous amène en fait à faire en sachant qu'au niveau du contentement, c'est-à-dire qu'on est dans une saison, l'accepter que c'est ça ma saison aujourd'hui. Je suis arrivé, ça me prend un appartement, ça me prend d'aller au métro, ça me prend de prendre le bus, ça me prend d'aller parler avec quelqu'un. Moi je me rappelle, hein, je suis arrivé, je travaillais, j'aime bien donner mes exemples. J'arrive à, vous savez, c'est la clientèle. Et une fois j'arrive en retard, j'étais en pleine formation. Une jeune de 25 ans, qui était ma formatrice, elle dit, Monsieur Boulamatari, pour ceux qui arrivent en retard, ils doivent chanter. J'ai chanté. J'ai chanté. J'ai chanté. Pourquoi? C'était pour moi pour qu'on me dise ici, c'est ça les règles. On n'arrive pas en retard. Depuis lors, là, j'ai toujours appris à être en temps. Donc, pour ceux qui sont en retard, je vous donne un petit coup là. On va commencer à demander de chanter. Maman Vanessa, quelqu'un qui arrive en retard, chante. Va chanter devant. Va chanter devant. On le dit en rigolant, mais c'est ça. Ça prend des électrochocs des fois pour changer notre mentalité. Bref, le contentement, c'est ça le point pour moi. Ne pas se comparer. Demander, avoir assez d'humilité pour demander de l'aide. C'est un peu ça, développer cela. Et avoir surtout des objectifs réalistes. Ce n'est pas parce que tu as un master, tu as un doctorat, qu'on va te donner la formation de l'université. On va te dire, vas-y, va pas enseigner parce que tu as un master. Non. La saison, c'est d'apprendre comment ça fonctionne. Apprendre comment ça fonctionne. Fais les premiers pas, fais tes preuves, et tu vas arriver à ce point-là. Il faut avoir des objectifs réalistes. Aujourd'hui, on me demande juste de comprendre comment ça fonctionne. Comprendre comment ça fonctionne. Donc, avoir des objectifs réalistes. Parce que si tu as des objectifs qui ne sont pas réalistes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un gap entre ce que tu espères avoir et ce que tu reçois. Et ça crée l'anxiété. Voilà. C'est là où tes émotions sont touchées. Je pensais avoir ça, mais j'ai ça. Ça te crée un problème émotionnel. Donc, un deuxième point, c'est face aux blessures émotionnelles. C'est Joël qui est expert dans ça. Non, pas du tout. Face aux blessures, choisir la voie de la guérison et de la restauration plutôt que de la cassure. C'est ça, en fait, qu'on peut vous suggérer. C'est-à-dire choisir une voie. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau... Choisissez de sortir de là. Choisissez de sortir de là. C'est très important. Nous, on a fait les deux. On a fait autant spirituel que
que psychologie. On a fait les deux chemins. Et c'était complémentaire pour nous. Ça nous a beaucoup aidé. Ouais, et souvent dans nos communautés, on a ce tabou, je dirais, que aller voir un psychologue, c'est comme si tu es devenu un fou. Mais c'est pas cela. C'est vraiment avoir besoin de pouvoir aller exprimer tout ce qui t'est arrivé. Que tu puisses ressortir, se décharger. Et donc, la guérison, ça prend du temps. Tu peux pardonner. Dans notre cas, des fois, tu dis, ah, j'ai pardonné. Mais tu vois que tu n'as pas pardonné par tes actions. Et là, le pardon, comme on le dit toujours, c'est comme prendre le poison espérant que c'est l'autre qui est en train de mourir. Mais c'est toi-même qui meurs à l'intérieur. Et souvent, dans les couples, c'est ça qui manque, le pardon. Dans la famille, s'il y a un clé qu'on peut partir avec, pardonner à chaque fois. Pardonne, je te pardonne. Mais il y a une guérison. Il y a quand même des blessures que ça prend longtemps pour guérir. C'est vraiment spirituel. C'est pas quelque chose que tu vas dire, oui, j'ai pardonné, c'est fini. Parce qu'il y a de ces blessures où ça prend une guérison, accompagnement peut-être avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, ou bien un psychologue, psychothérapeute. Il y a des cas, bien sûr, quand c'est avec des coups, avec violence conjugale. Là, il faut mettre la personne à l'abri. Le pardon, la communication, la relation d'aide, on en a parlé, la communication par rapport au respect dans la communication, par rapport à l'écoute active, par rapport à l'empathie. Une des choses qui est touchée, qui est entamée dans une situation où quelqu'un a un déséquilibre émotionnel, c'est la communication. Je dis A, elle entend B. Elle dit B, j'entends A. C'est clair. Donc, comment travailler ça? Ce n'est pas, tu as beau apprendre les techniques de communication non violente, tu as appris au communication non violente. Même si tu apprends ça, mais quand on avait blessé là, ça ne marche pas. Tu dois d'abord guérir avant de pouvoir exercer cette connaissance de communication non violente, empathique, respectueuse. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Elle va commencer à parler, ou il va commencer à parler. Toi, tu as déjà une réponse. Tu n'entends même pas qu'elle termine. Défensive. Quand ça manque de respect, quand ça manque d'estime, quand ça manque d'empathie, parce que la personne n'a pas besoin, ça c'est un point très important, la personne n'a pas besoin d'avoir raison pour dire ce qu'elle dit. Tu es en mode accueil. C'est ce qu'on appelle accueil. Tu accueilles la personne dans son état. Tu comprends pourquoi est-ce qu'elle s'exprime de cette façon. Pourquoi il y a de la détresse dans sa voix, pourquoi il y a de la peur, de la tristesse ou autre chose. Quand tu accueilles, c'est-à-dire que tu es en mode écoute active, tu comprends, tu dis, waouh, si je comprends bien, et tu valides encore une fois. Si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est ça, c'est ça. Donc, ça passe aussi par la communication, d'abord d'accueil. Si je n'avais pas compris ça, je n'avais pas pu donner cette clé-là. Troisième chose, avant de conclure, face à la carence émotionnelle. Alors, comprenons-le bien. Moi, j'ai vécu dans une société, j'ai la chance d'avoir vécu dans une culture burundaise et congolaise. Pour les Congolais que je suis, une femme, il faut donner des cadeaux, il faut donner des bijoux. N'est-ce pas? Oui, mais tu vois, je vais vous dire une chose. Je vous dis une chose. Voilà, le langage de pasteur Vanessa, vous l'avez compris, c'est les cadeaux. Si vous voulez toucher son cœur, apportez-lui un cadeau. Moi, c'est ça que j'ai appris de manière générale. Je faisais la même chose pour Joël. Les cadeaux se retrouvaient pratiquement dans les sous-fins fonds de l'armoire. Pourquoi? C'est pas son langage. Donc, tu as beau donner des cadeaux à quelqu'un, si tu n'as pas de réaction, sache que ce n'est pas son langage. Tu dois comprendre son langage. Deuxième chose, mise en garde par rapport à ça. Ce n'est pas parce que tu as fait une gaffe, monsieur ou madame, tu as fait une bêtise, tu as fait ceci ou quelque chose qui n'était pas correct, que tu vas racheter ça avec un cadeau. La carence émotionnelle, là, ça ne vient pas couvrir les erreurs. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que j'ai apporté un cadeau où je parle ton langage, avant de parler le langage, que je couvre ce qui s'est passé. Guéris d'abord, restaure d'abord, pardonne d'abord.
Ok? Donc, la carence ne vient pas couvrir ce qui se passe. Donc, au niveau pour faire face à la carence émotionnelle, il faut savoir parler le langage. Alors, est-ce qu'en tant que parent, face à ton enfant, en tant que couple, face à ton mari ou à ta femme, est-ce que tu t'assures de charger émotionnellement ton partenaire ou tes enfants? À chaque jour, la question banale qu'on peut te poser là pour dire comment ça va, c'est ça en fait l'éducation. Mais comment est-ce que ce comment ça va doit être quelque chose de plus senti? Et Joe, tu sais, hier, j'étais un peu nerveux parce qu'il y avait 1, 2, 3 choses à faire. Donc, quand il me pose la question comment ça va, il me dit mais hier, j'ai vu que tu as répondu bizarre. Quand Kyle t'a dit ça, quand notre fils t'a dit ça, c'est-à-dire qu'elle pointe du doigt quelque chose qui est ressorti dans notre conversation d'hier. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans ce que j'ai dans mon cerveau. Je dis, ah oui, maintenant je donne l'explication. Voilà. Quand hier, Kyle m'a dit ça, c'est parce que j'avais ça. J'avais 2, 3 choses à faire qui semblaient être très serrées dans mon agenda. J'avais mal calculé, donc j'étais nerveux. Je voulais en finir avec lui. J'ai répondu vite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec ça, elle est venue pointer du doigt quelque chose de très spécifique par rapport à mes émotions d'hier pour que ça ne se répercute pas le lendemain. Donc, après ça, un mot d'encouragement. Ah, je suis désolé. Ah, tu aurais pu me demander de t'aider. J'aurais pu faire ça. Tu comprends? C'est ça, vérifier, valider le réservoir d'amour. Parce que pour moi, à un moment où on parle, mon réservoir d'amour était, à chaque jour, là, il faut le remonter. À chaque jour. Pour ceux qui ne le font pas, je ne sais pas comment vous vivez là. C'est-à-dire qu'il y a comme des zombies émotionnels. N'est-ce pas? Il y a des zombies émotionnels là. Et les zombies émotionnels, je vous dis une chose, portent des masques. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ramener dans la communauté. Ça, je n'ai pas beaucoup de fans avec ça là, mais je le dis, je le répète. Même dans notre fête d'anniversaire de mariage, je l'ai dit, vous pouvez venir ici, mais il y en a des niveaux là. Vous avez des masques. Je l'ai dit. Parce que quand on vous invite dans une fête, vous devez bien vous habiller, vous devez sourire, vous devez dire félicitations, vous devez faire ceci. Non. Arrêtez-moi ça. Enlevez les masques, gérez vos histoires intérieures et débarquez dans une fête ou dans une relation avec quelqu'un en étant qui vous êtes authentiquement. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne viens pas. Désolé, je n'étais pas bien hier, je ne pourrais pas faire ça. Ne venez pas avec des émotions négatives, vous allez polluer l'atmosphère. Et ça, on a tellement appris ça dans notre culture, de porter de masquer, de ne pas être ce que nous sommes en train de vivre à l'intérieur. On sort, on sourit, on est en train de montrer que tout va bien. Donc, tout ça à cause des émotions qui sont atteintes, à cause des choses. Dernièrement, justement, à notre anniversaire, on parlait des renards. Les renards qu'on laisse là en train de creuser. Lorsque tu ne parles pas journalièrement, cette communication qui doit s'installer pour que vous puissiez parler ce qui ne va pas, pouvoir adresser ouvertement ce que je n'apprécie pas, peut-être que tu as fait, pour qu'il n'y ait pas des choses cachées qui s'accumulent et puis à la fin, ça explose. Et depuis notre... Joe, une chose entre couples. Je vous dis une chose, tu vas continuer, Joe. J'ai appris à dire à Joël, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est ça. Au moins être d'accord qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur ce point-là. Oui. Sur ce point précis, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et c'est tout à fait correct. C'est correct parce que tu as ton avis, moi j'ai mon avis. Ok, le Seigneur maintenant va faire son œuvre pour qu'on se mette au moment. Et ça arrive. On ne peut pas tout le temps. Parce que ce qui arrive, c'est qu'un de nous peut être en train de refouler peut-être des choses. Parce que dans le couple, c'est souvent comme ça. Il y a quelqu'un peut-être qui s'exprime plus et l'autre, il se tait, il accepte tout pour qu'il y ait la paix. Mais il n'y a pas de paix parce que tu es en train de détruire ce qui est en lui aussi, ce qu'il voudrait qu'il se passe dans la décision que vous devez prendre. Donc au moins, en parler, chacun apporte son avis et le reste de vos prières.
prier là-dessus, le Seigneur va mettre la dernière... Alors, il y a un livre que vous connaissez tous sur les 5 langages de l'amour, c'est ça, tout ça c'était pour arriver à ça, 5 langages de l'amour. Pour en fait avoir un réservoir d'amour qui soit vraiment au fixe, il faut d'abord le découvrir, d'abord savoir, et c'est extraordinaire. Ça semble être vulgarisé, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. On est émerveillé chaque fois qu'on en parle, et on fait un exercice. Vous pouvez faire un exercice entre vous là, un exercice pour découvrir c'est quoi votre langage. Avec Pasteur Vanessa, c'était direct, là, on a lancé ça là, elle a réagi, on l'a découvert. Mais souvent, il y a un, il y a deux, et puis ça peut aussi changer avec le temps. Ouais. Avec les saisons, avec ce qu'on a. Alors, il y a les cadeaux, il y a les paroles valorisantes, il y a les services rendus, il y a le temps de qualité, le toucher physique. Et je rigole bien en faisant une parenthèse, c'est pas sexuel. Quand je fais des câlins, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le toucher physique. Ouais. Chaque matin, quand je fais des câlins à Joe, là, c'est pas pour des recherches sexuelles, c'est vraiment un câlin. C'est tout ce que je veux pour recevoir entre eux. Ok? C'est mon toucher à moi. Chaque fois qu'on se voit, c'est ça. Chaque fois que je vais quitter la maison avec le télétravail, j'ai besoin de mon bisou. Et de câlins. Et des câlins. Ça fait partie de mon réservoir en moi. Quand je rentre le soir, j'ai besoin de mon câlin. Je le reconnais. On a beau me dire, je suis un bébé, là, c'est votre affaire. Mais moi, c'est que ça. Je suis comme ça, je me connais. N'est-ce pas? Et quand tu te connais, tu parles à ton partenaire, c'est ça que tu fais. Et il va trouver cela pour te le donner. Et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir avoir cette complicité-là. Et ça devient comme naturel pour elle de me faire des câlins. Elle aime donner aussi, c'est qui est super. Donc, quand ça vient là, ça vient avec waouh, en plus. Amen. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment se découvrir. Parce que souvent, même nous-mêmes, on ne sait pas c'est quoi notre langage d'amour. Et tu vas le découvrir par la façon que tu le donnes, en fait. Parce qu'on a tendance de donner ce qu'on voudrait recevoir. Vous comprenez? C'est comme ça que tu vas découvrir quel est ton langage d'amour. Parce que tu vas donner ce que toi tu veux. Alors moi, ça peut être les paroles valorisantes, parce que c'est ça que je veux de lui. Vous comprenez? Alors lorsqu'on découvre ça, c'est intentionnel. Ça doit être fait intentionnellement pour justement nourrir cette réservoir d'amour ou d'émotion pour que nous puissions justement aller maintenant et donner encore plus aux autres. Bien sûr, ça commence d'abord par l'amour de Dieu. Le reste, c'est entre nous. Et cela, entendons-nous bien, le livre, il est là pour les mariés, il est là aussi pour les enfants. Reconnaître l'amour, ce n'est pas pour les couples. Seulement, c'est pour aussi les enfants. Parce que chaque enfant, nous, on a fait exercice pour découvrir. Oui, on leur a posé des questions, justement, les aider aussi à se connaître. Et pouvoir parler leur langage. On sait que tel, lui, c'est temps de qualité. C'est temps de qualité. L'autre, là, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Ouais. Lui, là, il veut chaque jour un cadeau. Et on le fait encore, on peut dire toujours des cadeaux, soyons sérieux. Là. Les cadeaux, c'est pour l'anniversaire, c'est pour une raison spéciale. On ne peut pas chaque fois donner des cadeaux tout le temps. Et on se retrouve avec un sous-sol plein de cadeaux. Et à un moment donné, de jouer, ça ne marche pas. Donc, il faut parler le langage d'amour de vos enfants. Ce n'est pas une histoire de couple ici. Parce qu'ils vont grandir en étant des hommes et des femmes stables émotionnellement. Les paroles valorisantes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde en veut, mais il y en a qui en veulent un peu plus. Les paroles valorisantes, comme on le sait, les paroles ont un certain pouvoir de création. Il faut le savoir, même ceux qui ne sont pas croyants l'utilisent dans le monde de tout ce qui est coaching. Ils parlent de paroles, ils parlent de visualisation, ils parlent de beaucoup de choses. Ils vous l'expliquent dans leurs propres termes, mais pour nous qui sommes chrétiens croyants, c'est l'origine. La parole crée. Donc, si tu dis quelque chose à ton enfant, Nachumadze, tu crées en lui Nachumadze. Tu crées en lui le vide. Quand tu lui dis tu es capable, il va être capable. Quand tu lui dis que tu l'aimes, on en a parlé hier ou avant-hier avec des personnes de notre génération qui disaient « Je n'ai jamais reçu
un mot d'amour de mon père ou de ma mère. C'est notre génération, en fait. On ne l'a pas reçu. On ne peut pas, comme on disait tout à l'heure, jeter la pierre. C'est ce qu'ils ont reçu de leur part. Mais nous qui avons cette connaissance aujourd'hui, faisons la différence. Coupons cette entre guillemets, malédiction et transmettons l'amour à nos enfants. C'est très important, avec des paroles valorisantes, en leur disant combien on voit du bien, combien on est fier d'eux. Même si tu vois des héros, dis que tu es capable, tu vas réussir. Tu le répètes, tu l'aides, tu le soutiens, tu lui prends la main, tu lui donnes des câlins. Il va réussir, elle va réussir. Voilà, donc je pense que pour les paroles, pour les 5 langages de l'amour, il y a un livre. Et pour ceux qui sont intéressés à en voir un peu plus, nous avons fait des capsules aussi sur Ministère Family First YouTube, où on a des 5 capsules qui expliquent un peu les langages de l'amour. Donc vous pouvez aussi jeter un coup d'œil là-dessus. Vous pouvez voir, si vous voulez poser des questions, soyez à l'aise. Mais prenez le temps de lire le livre, prenez le temps de parler entre vous. Le plus important, ce n'est pas de lire tout le livre. Le plus important, c'est de savoir c'est quoi votre propre langage. Et est-ce que vous êtes à l'aise de le partager à quelqu'un avec qui vous êtes. C'est le plus important d'abord. C'est ça, en fait. Donc, on va conclure, Jo. C'est ça, donc, l'équilibre émotionnel, ça touche toutes les sphères de la vie. Dans la vie sociale, économique, familiale. Donc, c'est important que tu sois vraiment restauré dans ces émotions pour aller pleinement accomplir tout ce que tu as en toi, tout ce que Dieu a mis en toi. Et donc, c'est ça, je dirais... on vous remercie. Si vous avez des questions, on est là. Appris, c'est justement comment détecter en fait ces émotions, le vécu de ces émotions et les causes du déséquilibre en fait émotionnel qui est entre autres en fait notamment la carence émotionnelle, la pression c'est-à-dire le changement que tu es en train de traverser, ou les moments que tu es en train de traverser, mais également les blessures antérieures. Ce que j'ai aimé également, c'est les solutions en fait que The Bridge propose, notamment le fait justement de partager avec la communauté ce qu'on a retenu, les expériences, et après justement se donner du temps et faire des choix en fait qui correspondent aux saisons-là. Je dois insister là-dessus, il faut connaître la saison de sa vie dans laquelle tu es et faire des choix qui sont conséquents par rapport à cette saison. C'est de connaître effectivement la saison que les enfants aussi sont en train de traverser, que son conjoint est en train de traverser pour y répondre. Donc du coup vraiment ça montre qu'on doit vraiment veiller à ce que nos émotions ne nous fasse pas dévier en fait de la voie où on devait emprunter pour arriver au bien-être personnel et familial. On félicite vraiment toute l'équipe qui a mis ce projet en place. Ça nous a permis d'avoir des discussions authentiques, terre à terre, vraiment de ce que nous tous nous traversons en tant qu'immigrants. Parce que nous venons avec des rêves, nous venons pour construire, pour avoir le meilleur que nous espérons avoir peut-être laissé derrière pour construire un futur meilleur pour nos enfants. Mais on voit tous, après les discussions qu'on a eues avec les invités, ceux qui étaient là, que nous traversons tous les mêmes phases. Et j'encourage vraiment toute personne qui a manqué ces ateliers de venir parce que vous allez vous rendre compte que nous vivons tous les mêmes choses. Il y a la dépression qu'on vit nous tous parce que tu as laissé toute une vie en arrière ou peut-être tu avais une vie avec un bon standing. Ici, tu arrives, tu dois te trouver, tu dois d'abord recommencer à zéro. Il y a toutes les émotions du détachement de ce que tu as laissé derrière et reconstruire avec ce qu'il
qui t'est offert ici. Et des fois, tu te bloques parce qu'il y a des étapes que tu dois traverser. Donc, la dépression, là, maintenant, on peut dire que tout le monde l'a vécu. D'après ce qu'on a entendu aujourd'hui, tout le monde est passé par là. Donc, le fait d'entendre les témoignages les uns et les autres, déjà, ça décompresse la pression dans la famille. On dit, ah, si lui, il a vécu et aujourd'hui, il est ici en train d'en témoigner, c'est que nous aussi, on peut en sortir. L'isolement est mauvais. Et s'il y a des cadres pareils où on peut venir parler, vraiment donner nos témoignages de ce que nous avons vécu, c'est ça qui va aider. Alors, on a pu parler, on a donné des clés, mais ce qui m'a vraiment beaucoup béni, c'est le temps de questions et de réponses, voir justement les questions qui en ont sorti, parce qu'on est sorti de là encore enrichi de savoir que les autres vivent les mêmes expériences que nous. Oui, et je peux ajouter par rapport à ce que tu dis, c'est Ouais. que dans la salle même, on est venu en tant qu'invité, et dans la salle, il y avait des ressources. Oui. Il y a des gens qui ont des expériences dont chacun de nous a besoin. De savoir par exemple que tu peux aller quelque part dans une ressource et donner 15 ou 10 dollars et passer un week-end. Oui. Il y a un week-end en famille. Où Oui. on te prend en charge. Oui. Ça existe. Au Canada, ça existe. Il faut juste avoir l'humilité, encore une fois, de pouvoir poser la question. De pouvoir venir, d'aller là où il y a dans des endroits des expériences pareils. comme ça qui sont partagées, des cadres d'échange. En fait, on n'est pas là juste comme dans une école. C'est des choses, comme on l'a dit, on peut les retrouver peut-être sur Google en tapant comment avoir un équilibre émotionnel, mais ça ne te donne pas en fait le feeling, ça ne te donne pas Des des clés, témoignages. des témoignages, des ressources réelles dont on a besoin en tant que personne issue de l'immigration. Vraiment, ces ateliers, je les encourage à toute personne que tu sois, je ne sais pas, à Ottawa, Gatineau, un rendez-vous ici, ça va être bénéfique pour toi et pour ta famille.